Merci pour l'introduction à l'organisateur. Moi, je suis en thèse à Bordeaux avec Mireille et Baptiste. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit problème bijectif qui m'est plus ou moins tombé dessus pendant la JCB l'année dernière. À savoir donc, une bijection entre des trois permutations, donc, comme celle de l'exposé de Thomas, et des bases du triangle qui sont des objets qui viennent plutôt des automates cellulaires et des pavages. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que sont ces objets. Donc déjà, une permutation normale, ça, tout le monde devrait savoir ce que c'est une bijection des entiers de 1n dans eux-mêmes. Et je vais les représenter par leur diagramme, donc où on place un point pour chaque entier i avec abscisse i et ordonnée sigma de i. Et donc dans les permutations, contenir un motif, donc un motif ça va être une permutation plus petite, et ou pas, et la permutation va la contenir si, dans mon diagramme, je peux choisir un ensemble de points, où quand je garde que cela et qu'on renormalise un peu, on retrouve le motif. Donc ici, par exemple, on a une occurrence de ce motif 2, 3, 1 sur les points rouges, parce que si on les supprime, on retrouve ça. Et donc ce qui nous intéresse en général, c'est l'ensemble des permutations qui ne contiennent pas certains motifs. Donc tout ça, c'est une combinatoire très riche qui a déjà été beaucoup étudiée. Et ce qui est pas mal, c'est que ça peut se généraliser assez bien en dimension supérieure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la permutation, si on regarde que le diagramme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des points, n points dans la grille, de cette façon qu'il y en ait exactement un dans chaque colonne et dans chaque ligne. Et donc maintenant, si je veux le même genre d'objet en dimension 3, bah, je prends des points dans un cube et j'en veux exactement un dans chaque plan de la grille qui va être orthogonal à un des axes. Donc, on a un exemple ici. Et ce genre d'objet, ça peut encore s'encoder avec des permutations, mais cette fois, il va en falloir deux. Donc la première, ça va être celle qu'on obtient en projetant notre ensemble de points sur le plan XY. Donc j'ai recopié ici en bleu celle de cette permutation-là. Et il va nous en falloir une deuxième pour prendre en compte le troisième axe. Et donc là, on va choisir de projeter sur le plan XY. Donc la deuxième ici. Et bien maintenant, contenir un motif, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va vouloir trouver des points où quand on supprime tous les autres, on retrouve le motif. Donc il y a par exemple, si je garde que les points orange ici, ça va donner la permutation, donc ça revient à garder que les points que j'ai laissés en couleur là. On va retrouver une occurrence du motif 3, 1, 2, 2, 3, 1. Donc ça, il y a quelques années, il y a Nicolas Bonichon et Pierre-Jean Morel qui se sont lancés dans prendre tous les petits motifs, compter combien il y en a et regarder si on tombe sur des choses qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est résumé dans le tableau qui est directement piqué des slides de Nicolas au JCB. Donc première colonne, on voit quel motif on interdit. Ici, c'est les premiers termes de nombre de permutations qui évitent ces motifs-là. Cette colonne-ci, c'est juste le nombre d'autres motifs qu'on obtient par symétrie des premiers qui vont donc donner la même suite. Et dernière colonne, ça nous dit qu'est-ce que c'est ces suites. Donc là, il y en a essentiellement deux types. Il y a celle où soit on savait déjà ce qu'on avait trouvé, soit on a pu trouver des explications, enfin le match dans l'OIS était logique. Il y a des suites complètement nouvelles. Et il y en avait une dernière ici, qui avait un match qui n'était pas clair. Et donc là, Nicolas, à ce moment-là, il a affiché cette magnifique page OIS que je vous déconseille très fortement de lire, et qui d'ailleurs m'a fait faire beaucoup de cauchemars en stage de M1. Bon. Et donc, ça a matché jusqu'à n égale 8, juste parce qu'après, on n'arrive plus à calculer les termes. Et du coup, ces motifs, c'est 1, 2, 1, 2, donc celui-ci, et 3, 1, 2, 2, 3, 1. Bon, une fois arrivé là, il fallait que je cherche la bijection. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que sont ces autres objets que nous, on appelait base du triangle. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est des configurations de points dans un triangle. Donc on choisit n points n cases dans un triangle de taille n. Et ce qu'on va regarder sur ces configurations, c'est une opération de remplissage. Donc c'est vraiment la même chose que la contamination qu'on a vue sur les automates cellulaires. C'est-à-dire que si on a une case blanche qui voit certaines choses dans son voisinage, donc ici on lui demande d'avoir deux voisins, une paire de voisins noirs avec certaines adjacences, alors on va pouvoir la remplir elle aussi.
Donc si on regarde l'exemple à gauche, il y a 3 endroits où on peut rajouter un point, que j'ai mis en couleur là. Et une fois qu'on les a rajoutés, ça va créer d'autres cellules qu'on va pouvoir encore contaminer. Et donc on va pouvoir réitérer ce processus jusqu'à obtenir quelque chose de stable sur lequel on ne peut plus rien rajouter. Et donc ça va toujours être une union disjointe de triangle, comme on avait des unions disjointes de rectangles pour d'irène. Et nous, les configurations de départ qui nous intéressaient, c'est celles où à la fin, on a rempli tout le triangle. C'est ça qu'on va appeler une base du triangle. Donc ici, vous avez un exemple avec enfoncer les points de ma configuration de départ et en plus clair ce qui remplissent. Donc dans celui-là, on remplit bien tout, donc ça va être une base. Et par contre, sur ces 2 exemples-ci, il n'y a pas tout qui est rempli, donc ce ne sera pas une base. Donc là, on voit un peu qu'il va y avoir moralement 2 façons de ne pas être une base. C'est soit on a un endroit où les points sont un peu trop concentrés, et du coup on va en manquer ailleurs, soit nos points ils sont trop écartés, et on n'arrive pas à rajouter des points juste parce qu'il n'y en a plus d'endroits où on a 2 points côte à côte. Alors, d'où ça sort ces objets? En fait, ça sert à étudier une certaine classe de pavage introduite par Villers-Salo qui vient moralement généraliser les automates permutifs. Et voilà. Et donc moi, ce que j'ai réussi à montrer, c'est qu'il y a bien une bijection entre ces bases du triangle et nos permutations qui évitent 1, 2, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1. Donc ça, c'est la notation pour dire l'ensemble des permutations qui évitent du motif. Je crois que j'ai oublié de la mettre avant. Ok, bon bah... Oui. C'est pour ça qu'on en veut n. On n'en veut pas plus. Je sais pas. Oh. Donc, on part avec que les 5 cases foncées. Ok. Et après, on remplit. Donc là, ici, j'ai un triangle où il manque un point, donc je peux remplir celui-ci. Et après, je vais pouvoir continuer à faire grandir mon triangle. Parce que maintenant que j'ai une case là, je peux utiliser ces 2-ci pour ajouter celle-là. Donc, j'ajoute ces 2 là. Maintenant, celle-là, elle devient utilisable. Je peux compléter ma colonne. Et après, je peux remplir toute la diagonale ici. Donc, j'ai bien tout rempli. Et on est bien parti de 5 points. On finit avec un triangle de taille 5. Tout va bien. Alors que là-bas, j'ai rempli que la zone claire et je ne peux pas remplir plus. Ok. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer la bijection. Donc, on a n points dans un cube et on veut n cellules dans le triangle. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre nos points et vraiment d'utiliser chacun des points du cube pour calculer une coordonnée dans le triangle, grossièrement. Et donc pour ça, on va utiliser des nombres d'inversion. Donc, c'est ce dont parlait Benjamin à l'instant. Donc une inversion dans une permutation, ça va être 2 indices avec i plus petit que j et sigma de i plus grand que sigma j. Donc en termes de motif, c'est une occurrence de 1. Et si on regarde un point i en particulier, les points avec lesquels il va former une inversion, on les trouve à 2 endroits. Il y a ceux qui ont un indice plus grand, donc à droite, et une image plus petite, donc ça va être ce rectangle en bas à droite, que je vais appeler l'ensemble d'inversions à droite. Et ceux qui ont un indice plus petit, donc à gauche, et une image plus grande, donc au-dessus, donc l'ensemble d'inversions à gauche. Et donc, pour construire notre ensemble de notre configuration dans le triangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque indice i, et on va lui associer la case avec comme coordonnée en abscisse le nombre d'inversions à droite dans la première permutation sigma, et en ordonnée le nombre d'inversions à gauche dans la deuxième permutation. Donc sur un exemple, qu'est-ce que ça donne? Donc si on part de cette 3 permutations-ci, on commence par regarder le point numéro 1. Il a une inversion à droite dans sigma et aucune dans tau. Donc on rajoute une case en coordonnées 1, 0. Ensuite 2, il y en a 3 à droite dans sigma, oups, et une à gauche dans tau. Donc on... Attends, qu'est-ce qu'il se passe? Ok, je n'appuie pas sur mon bouton, ça n'aide pas. Donc on disait... Donc ici il y en a 3 et ici il y en a une, donc on rajoute un point en 3, 1. Ensuite pour 3 il y en a 2 à droite dans sigma, une à gauche dans tau, donc on rajoute un point en 2, 1. Ça ne prend pas là où je veux. Okay. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait tous les points, et donc obtenir une configuration
de taille n. Qu'on soit clair, c'est pas clair du tout que déjà ça donne bien n points distincts et qu'ensuite ça donne bien ce qu'on veut après. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Donc je vais commencer par essayer de vous donner l'intuition de pourquoi est-ce que quand on évite ces deux motifs précis, on obtient bien une base. Et après, je vais vous expliquer un peu quel est l'outil qui fait marcher toute la preuve. Donc déjà, intuition. On va commencer par le plus simple. Donc le motif 1, 2, 1, 2, que j'ai représenté ici. Et donc là, les carrés, ça va être les ensembles d'inversions de mon point I et de mon point J. Et donc, si on interdit ce motif, ça veut dire qu'on va avoir soit ce motif-là dans sigma, soit ce motif-là dans tau. Et donc, nos ensembles d'inversions vont avoir une inclusion stricte, ce qui va se traduire sur les coordonnées des points par une différence, soit en abscisse, soit en ordonnée. Donc ça nous dit déjà une première chose, c'est qu'on va bien avoir une configuration de taille n à la sortie. Et en fait, on va même obtenir plus que ça, parce qu'en travaillant un peu, on peut obtenir que nos points ils vont être globalement assez écartés les uns des autres, ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir se retrouver dans ce genre de situation où on avait trop de points tassés. D'ailleurs, je me rends compte maintenant que celle-là, on ne peut même pas l'obtenir comme image de permutation, mais ça, c'est un détail. Ouais. Alors, ensuite, le deuxième motif, c'est un peu plus compliqué à voir avec les mains, mais si on regarde déjà juste les motifs de taille 3, il y en a un seul qui n'est pas une base, pas parce qu'il y a un endroit où il y a trop de points, et ça va être justement l'image de notre motif. Donc dans celui-là, le problème, c'est que comme nos points sont trop écartés, on peut en rajouter absolument aucun. Donc ça a donné l'intuition que éviter ce motif, ça va justement éviter cette situation où on a des ensembles de points très écartés les uns des autres, avec un trou au milieu. Et effectivement, si on regarde mon exemple de tout à l'heure qui ne marchait pas à cause de ça, en fait, son antécédent par cette fonction, ça va être cette permutation-ci, où on a effectivement une, voire un certain nombre d'occurrences de ce motif-là. Maintenant, si on le fait en agitant un peu les mains, effectivement, qu'est-ce que ça donne ce motif-là? Si ça va nous donner 3 points, si on en a une occurrence, ça va nous donner 3 points IJK, où en abscisse, I va être très loin à droite, alors que J et K vont être assez proches. Et en ordonnée, on va avoir I et J avec des ordonnées faibles et proches, et K beaucoup plus grands. Donc ça va effectivement donner cette espèce de groupe de 3 points beaucoup trop écarté pour qu'on puisse remplir au milieu. Alors du coup, l'idée du premier motif, ça pouvait effectivement se montrer à la main. Ça, c'est plus dur à formaliser. Donc pour la preuve, on va plutôt se reposer sur une décomposition récursive parallèle des deux motifs. Parce que alors, quand on avait regardé les bases avec Villet, on avait trouvé que en fait, une base, ça peut toujours se découper en 2 bases plus petites, sauf si elle est de taille 1, d'une de ces 3 façons-là. Et après, j'ai essayé de voir ce que se passait si... Qu'est-ce que ça donnait comme condition sur une permutation que son image ait ces propriétés-là. Et comme ça, j'ai obtenu une décomposition, une notion de découpe aussi sur les permutations. Et après, on peut montrer que déjà, si ma permutation évite les motifs que j'interdis, elle a bien une coupe d'un de ces 3 types-là. Et aussi que ma fonction, elle transporte la coupe, dans le sens où une permutation admet une certaine coupe, si et seulement si son image là aussi. Et après, une fois qu'on a ça, on peut tout montrer par induction. C'est-à-dire que on obtient que déjà, on a bien des bases, parce que pour les petites valeurs, c'est assez évident, et après, comme toutes c'est des sommes de plus petits, ça marche. Et pareil, on obtient que c'est surjectif et injectif. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ça, c'est pas mal? Déjà, on a une construction assez simple, et en plus, elle préserve toutes les symétries des systèmes, les transporte l'une l'autre. Et surtout, ça relie 2 objets qui viennent de domaines très différents et qu'on comprend différemment, sur lesquels on a des outils très différents, et qu'on va pouvoir transférer de l'un à l'autre. Si on regarde d'abord les bases, on peut utiliser les permutations pour obtenir un étiquetage dessus, qui après pourrait peut-être permettre de mieux les comprendre.
Et surtout, ce que j'espère, c'est qu'on puisse obtenir une caractérisation par motif interdit. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, si on me donne une configuration et que je veux savoir si c'est une base, j'ai pas de meilleure méthode que de la remplir et de voir si j'ai bien le triangle. On a quelques motifs où on sait que s'ils sont présents, on ne sera pas une base, mais on n'a pas d'équivalence. Alors peut-être qu'avec les permutations, on pourra obtenir ça. Et sur les permutations, ce que j'ai de plus intéressant à transférer, c'est que sur nos bases, pour les étudier, on avait un système dynamique avec lequel on espérait obtenir, de pouvoir faire le tirage uniforme, par exemple. Et donc ça, ce sera pour les Mad Days, où j'aurai un peu plus de temps pour parler. Et sinon, d'un point de vue combinatoire, maintenant on sait que ces deux ensembles sont en bijection, mais on n'a à peu près aucune idée de leur cardinal. Sur les bases, j'avais ces bandes-ci qui sont obtenues de façon assez bourrine et très éloignées l'une de l'autre. Sur les permutations, on a une bande triviale qui dit que si j'évite deux motifs, il y en a moins que si j'en évite qu'une seule, mais qu'un seul des deux. Mais ce nombre-là, c'est donc les intervalles faits de Brua. À ma connaissance, on ne le connaît pas du tout, il n'y en a même pas de borne dessus non plus. Donc ça ne nous avance pas beaucoup. Et après, sinon, il y a peut-être des espoirs de généralisation pour obtenir d'autres bijections. Notamment ma fonction, je dis, elle donne bien des points distincts quand on évite seulement un 2, 1, 2. Donc peut-être qu'on pourrait regarder si ça induit d'autres bijections avec d'autres classes qu'on pourrait peut-être décrire aussi avec les motifs interdits. Et enfin, peut-être que ça peut se généraliser avec des plus grandes dimensions de permutation. Voilà, merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on pourrait imaginer des expansions tridimensionnelles des graphons et regarder, prendre un truc au hasard et voir si... Oui. Alors... C'est-à-dire que... Bon, tu vois, tu as certaines permutations qui évitent des motifs et à la limite, ça donne des permutons browniens ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose dans ce genre de contexte? Alors, peut-être, mais moi, je ne connais pas du tout là-dessus. Donc, si quelqu'un veut essayer, allez-y. Alors, tu dis que GAMS est bien défini sur AV en 2 en 2. Alors, qu'est-ce que ça donne juste si on l'applique à toutes les permutations dans AV en 2 en 2? Ou est-ce que c'est clair? C'est pas surjectif, j'imagine? C'est pas injectif, déjà. Quand j'ai eu un petit espoir vraiment que éviter un 2 à 2, ça suffisait à être surjectif, mais en fait, pas du tout. L'autre motif vient jouer aussi d'une façon que je comprends pas encore. J'ai quand même essayé de faire tourner, d'appliquer l'objection sur en évitant 1, 2, 1, 2 et les autres motifs de taille 3, mais c'est pas injectif non plus. Donc peut-être qu'en prenant une des symétries, on pourrait encore rattraper quelque chose, mais ça, j'ai pas encore essayé. Merci. Je vous donne la transparence 17 où tu mentionnais que, à ton avis, la meilleure façon d'avoir de l'échantillonnage exact, de l'échantillonnage en quelque sorte, ça serait sur les 3 permutations. Moi, par contre, si je dois faire mon pari, je dirais que la meilleure façon de faire l'échantillonnage, c'est sur les bases. D'une façon similaire à comment on échantillonne. On va... May I say that in English? Sorry. I'm getting trouble. So, if I had to bet on the best way to do excess sampling here, the bases seem to be more adapted. Yeah, that's what... Oh. That's Oui. not what you... Okay. Yeah, oui. En fait, justement, ce que je veux dire, c'est que sur les bases, on avait un système dynamique sur lequel on espérait qu'on voulait utiliser pour faire l'échantillonnage, et qu'on pourrait le transférer sur les permutations grâce à ça, justement dans ce sens-là. I misunderstood the word product of those probably. So, but it's not obvious, right? Because
if you just throw endpoints, most probably that's not a basis. Mhm. And you will have most probably one large component, but it will not contain the good number of points. It will be something which is not. Say that you will have some big triangle of size k with more than k points. So you cannot even extract it as the basis of smaller size. What's the idea that you want to exploit? En fait, du coup, l'idée, c'est qu'on avait un système qui, si on l'appliquait sur une base, n'en sortait pas de l'ensemble. Et après, on en a quelques-unes où on sait que ça en est. Par exemple, si je mets juste tous mes points sur la ligne horizontale, on sait que c'est une base. Et donc, l'idée, c'était de faire tourner le système pour en espérer pouvoir obtenir à peu près tout. Mais on ne sait pas en combien de temps est-ce que ça marcherait. Okay. I thought something different. Okay. Merci. Eh ben, remercions donc Juliette encore.